Salut à tous et à tous, c'est Revanino, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir des notions qui sont un petit peu similaires, un petit peu semblables à la notion d'opération atomique, qu'on appelle du coup les futurs et les promesses, mais on va voir que c'est pas tout à fait la même chose. Ça sert deux usages, on va dire, relativement différents. On a vu que les opérations atomiques servaient à sécuriser des tâches à un niveau assez bas, c'est-à-dire que on était sur une sécurisation de la mémoire, on était sur une sécurisation de variables, de primitives plutôt, et que leur utilisation était efficace lorsque, par exemple, on manipulait des incrémentations de valeurs, des compteurs, des algorithmes légers, la gestion de flags, etc. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, et ce qu'on va voir au travers des futurs et des promesses, c'est qu'on peut utiliser cette alternative, donc des futurs et des promesses, pour gérer et sécuriser nos tâches asynchrones, mais en se focalisant sur des processus plus complexes. C'est-à-dire que là, on est sur un plus haut niveau d'abstraction, grâce aux futurs et aux promesses, on va pouvoir gérer plus de choses, la gestion est plus approfondie, on va pouvoir gérer plus de problèmes, on va pouvoir gérer par exemple les exceptions. Quand un thread va nous renvoyer une exception, on aura plus de facilité à gérer cela au travers de l'utilisation de futurs et de promesses. Et si on utilise par exemple des classes plus compliquées, on a vu que dans le cadre d'opérations atomiques, c'était pas vraiment conseillé de le faire, d'utiliser des classes un petit peu customisées, un petit peu complexes, des classes ou une utilisation de plusieurs classes, etc. On a vu que c'était bien, comme je le dis, pour les variables, les primitives, les compteurs, etc. Mais quand il s'agit de code un petit peu plus développé, eh bien, on va plutôt utiliser des futurs et des promesses. Commençons tout de suite. Et ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va inclure deux headers. Donc le premier, ça va être le header thread, bien sûr, dont on va avoir besoin, puisque c'est dans le cadre du multithreading, bien sûr. Et on va inclure également futur. Donc futur qui est un header qui contient toutes les classes en rapport avec les promesses, enfin promise, future, etc. Donc ce qu'on va faire ici, ce qui nous importe, ce qui nous intéresse, c'est de faire une fonction dans laquelle on va faire volontairement durer le process pour qu'on puisse voir les résultats qu'on a dans le main. Donc ici, on va faire une fonction void, donc process value par exemple. Et dans process value, en tant qu'argument, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un std promise. Donc c'est une classe template, elle a besoin d'un type de variable, puisque là on va manipuler en l'occurrence une valeur, un nombre, un integer. Alors on prendra d'autres exemples dans le futur pour voir en quoi l'utilisation de promise et de future est plus efficace quand on utilise des classes plus compliquées. Mais là pour l'instant on va se contenter d'un exemple simple pour illustrer un petit peu ce que je veux vous dire. Donc on va l'appeler par exemple value. Et ici, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer et initialiser une variable qu'on va appeler par exemple result. On va lui donner la valeur de 74. Et ici, on va faire value.setValue et on va passer result dans les arguments. Donc en fait, tout simplement, ce qu'on fait ici, c'est que on déclare en instancie, enfin on déclare plutôt et on initialise une variable de type integer. Et là, on appelle donc notre objet de type promise qu'on a passé dans les arguments et on lui assigne en appelant la méthode setValue, la valeur de result, c'est-à-dire 74. Bon, jusque-là, rien de compliqué. Ce qu'on va faire ici, pour simuler en quelque sorte que notre fonction prend un petit peu plus de temps que prévu, parce que là, c'est immédiat, hein, il va initialiser une variable et lui assigner une valeur. Ici, il va assigner également la valeur à la donnée, donc integer de notre objet promise, mais ça va être vraiment immédiat. On va pas vraiment pouvoir se rendre compte dans notre main de ce qui se passe et dans quel ordre les choses s'exécutent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler le fait que notre fonction dorme. Voilà. Donc pour ce faire, on va être obligé de faire un include de chrono. Et ici, ce qu'on va faire, c'est std, donc this thread, sleep for. Et là, bon, pour qu'ils comprennent que c'est des secondes, il faut lui passer std chrono, milliseconds. Et là, on passe, par exemple, alors microseconds, non, c'est un petit peu trop, on va passer en milliseconds. Et ici, on va passer, par exemple, 3000. Voilà. Ok. Donc ça, c'est fait pour notre fonction qui va process notre objet de type promesse. Donc, pour l'instant, ce n'est que le début. Ici, on va instancier un objet de type promise. Bien sûr, avec le template argument de type integer. On va l'appeler promesse. Donc promesse, exactement comme le nom de la classe. En fait, cet objet promesse, il va servir à stocker la valeur qui va être modifiée. Donc la valeur qui va être assignée ici à notre objet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va
instancier un objet de type futur. Vous allez comprendre à quoi il sert. On va l'appeler futur et ce qu'on va lui assigner comme valeur, ça va être promise.getFuture. Alors, c'est ici que ça devient un petit peu compliqué à comprendre. En fait, pourquoi on crée ces deux objets-là? Chaque objet va avoir un rôle différent. Notre objet de type promise, ce qu'il va faire, c'est deux choses. Il va servir à, premièrement, stocker la valeur, donc 74, enfin la valeur qu'on lui assigne, et il va servir également en tant que média de modification de la valeur. C'est-à-dire qu'il va lui-même, dans un thread, modifier lui-même la valeur qu'il contient. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. L'objet futur, lui, ce qu'il va faire, c'est en quelque sorte garantir le blocage de l'objet promise, ou du moins de sa valeur, la valeur par exemple qu'on lui assigne ici. Il va garantir de bloquer le résultat jusqu'à ce que l'objet promise lui-même ait assigné une valeur à la variable qu'il contient. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais je pense qu'en continuant d'écrire le code et en exécutant notre code et en illustrant l'exemple que je suis en train de prendre, vous comprendrez mieux. C'est-à-dire qu'on promet que dans le futur, cet objet futur-là, eh bien, il aura accès à la variable qui est stockée dans promise, à condition qu'elle ait fini, bien évidemment, d'être initialisée, qu'elle ait fini d'être assignée cette valeur, finalement. Bon, continuons, vous allez comprendre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est invoquer un thread. Donc, évidemment, si vous vous souvenez pas de comment on fait, je vous renvoie vers les vidéos en question. Donc, je mettrai les liens en description. Je mettrai le lien de toutes les vidéos en rapport avec le multithreading. Donc, stdthread, on va l'appeler par exemple worker. Ici, on va passer le nom de la fonction que le thread va utiliser, qu'il va exécuter, qui s'appelle processValue, comme ceci. Et là, en fait, bon, vous allez voir qu'on va avoir un petit souci parce que on ne peut pas copier, on ne peut pas passer par copie des objets de type promise. Donc, on va être obligé de faire autrement. Regardez ici, si je passe par exemple donc promise, là, on va avoir une erreur. En principe, si je lance le programme, voilà, on va avoir une petite erreur ici qui me dit aucune fonction surchargée ne nécessite deux arguments. Bon, ce message n'est pas très clair et il ne nous dit pas grand-chose finalement. Mais sachez simplement que on a un problème ici, à ce niveau-là, car un objet de type promise, comme je vous l'ai dit, ne peut pas être passé dans les arguments d'un thread sous forme de copie. Donc ce qu'on va être obligé de faire, c'est, en fait, on a deux solutions. Soit ici, on passe directement dans les paramètres de la fonction processValue l'objet de type promise par référence. Et ici, bon, il ne va pas accepter de le faire avec un esperluette. On va devoir faire appel à std:2.2.ref, comme ceci. Soit on fait comme ça, soit, alors moi je vous conseille plutôt, parce que c'est plus simple finalement, ça vous évite d'appeler stdref, etc., de vous souvenir de toujours passer par référence un objet de type promesse, etc., c'est de faire un move. Parce que les objets de type promesse, ou en tout cas les threads, acceptent qu'on utilise la sémantique de déplacement sur les objets de type promise. Donc vous faites un std:2.2.move, et là vous passez dans les parenthèses, dans les arguments, vous passez votre objet promise. Ok, donc ça c'est bon, on n'a plus d'erreur, vous allez voir qu'on va pouvoir lancer le programme. Bon là si je le lance, il va rien se passer, parce qu'on n'a rien affiché à l'écran. Ah, on a une erreur de... Oui, parce que je n'ai pas fait le join, évidemment. Je n'ai pas join le thread worker au main. Donc évidemment si je fais worker.join, maintenant on ne devrait plus avoir d'exception. Donc n'oubliez pas de le faire, hein, c'est super important. Voilà, donc là on n'a plus de problème. Ok, donc là n'oubliez jamais de faire évidemment les joins. Donc ça, je vous l'ai déjà dit, hein, je pense que j'ai assez insisté sur ce point dans la vidéo sur le multithreading. Bref, donc ce qu'il nous reste à faire, c'est déjà peut-être d'écrire un petit message à l'écran qui nous dit attente du thread, par exemple promise. On s'en fiche, hein, on l'appelle comme ça, c'est totalement arbitraire. Là on va pas s'embêter, on va faire /n comme ceci. Et là en fait on a quasiment terminé, mais il faut qu'on fasse une dernière chose. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler cette ligne là et alors un espace en trop. Et ici, au lieu évidemment de réécrire ce message, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher futur cette fois, .get. Et là, on fait un petit stdhandle, comme ceci. Et là, si je lance le programme, vous voyez qu'on a un petit temps d'attente, évidemment parce qu'on a fait dormir notre fonction processValue pendant 3 secondes. Donc, on va faire autre chose pour bien se rendre compte de ce qui se passe. Ici, après avoir fait dormir notre fonction pendant 3 secondes, on va afficher un message. On va prendre cette ligne-là, on va la copier. Ici, on va faire attribution de valeur terminée, par exemple. Ce qui veut dire que on va afficher un message lorsque
notre thread, donc lorsque notre promesse aura terminé, d'une part d'assigner la valeur 74 à la variable qu'elle stocke, et d'autre part, évidemment, quand on aura fini de simuler une sorte de processus un petit peu long en forçant notre fonction à dormir pendant 3 secondes. Donc là, si je lance le programme, vous allez voir que on a l'attente du thread promise, donc c'est-à-dire que notre fonction s'est exécutée en parallèle de notre main, puisque on a notre main ici qui affiche le message qu'on lui demande d'afficher. Et vous voyez qu'en parallèle, eh bien, notre thread worker, eh bien, il fait son taf de son côté. C'est-à-dire que pendant que notre main continue, avant de pouvoir afficher la valeur, le futur.get s'assure de bloquer le thread dans lequel il y a la promesse qui est en train de manipuler les données avant de pouvoir l'afficher. Donc c'est un petit peu compliqué. Je vous conseille de vous entraîner avec les promises et les futurs. Je vais essayer de récapituler un petit peu ce qu'on a fait et vous réexpliquer un petit peu comment ça fonctionne, parce que je pense que c'est pas encore très clair. Bon, en fait, un objet de type promesse, il fait 2 choses. Il stocke la valeur qu'on lui a passée, c'est-à-dire que là, il s'agit, on le voit dans les arguments template, d'une valeur de type integer, donc il stocke une valeur de type integer. Et la deuxième chose pour laquelle l'objet promise va servir, c'est lorsqu'on va s'en servir dans un thread, il va pouvoir, à l'intérieur de ce thread, lorsqu'on entre dans la fonction processValue par exemple, modifier sa valeur ou faire autre chose. Là, il s'avère qu'on modifie sa valeur. Ce qui est plus intéressant, c'est l'utilisation de l'objet futur. L'objet futur, sur cette ligne-là, il y a une association. C'est-à-dire qu'on dit à notre objet futur, je veux que tu t'associes à cet objet promise-là. Et je veux que tu stockes dans tes données, dans l'objet de ta classe qui est instancié, le retour de cette fonction-là. Cette fonction-là, elle retourne un objet qui est associé avec la promesse elle-même et qui va nous servir ensuite à récupérer les informations, à récupérer les données qui sont stockées dans l'objet promesse. L'important, c'est ce qui se passe ici. Jusqu'à ce que cette ligne soit invoquée, aucun autre thread ne peut accéder à la valeur qui se trouve dans promise. C'est-à-dire que ce qui va nous permettre de débloquer le thread, donc un petit peu similairement à le lockguard ou les mutex quand on les déverrouille, eh bien cette fonction-là, la fonction get, appelée depuis notre objet futur, va nous permettre de débloquer le thread et du coup de pouvoir lire la valeur qui se trouve dans l'objet promise. Donc en fait, il y a vraiment une relation d'association entre ces 2 types d'objets, entre les objets de type promesse et les objets de type futur, qui est un petit peu similaire finalement avec ce qu'on pourrait faire de manière plus triviale avec les opérations atomiques ou les mutex. En fait, c'est une sorte de mutex en quelque sorte. Sauf que, comme je l'ai dit, les promesses et les futurs, c'est des notions qu'il faut utiliser plutôt dans certains cas que d'autres. C'est-à-dire dans des cas où on manipule des opérations plus complexes, qu'on manipule des classes plus, on va dire, riches, plus customisées, plus personnalisées, c'est plus safe que d'utiliser des opérations atomiques. Parce que comme on l'a vu, les opérations atomiques, c'est plutôt pour du bas niveau, c'est-à-dire de la gestion de mémoire ou de la gestion d'incrémentation de valeur. Alors ici, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Ce qu'on va faire, c'est que, alors si, on va laisser cette ligne-là, mais ici, on va quand même écrire un message qui va dire qu'on entre bien dans la fonction. Entrer dans processValue. Donc là, si je fais F5, alors, effectivement, là, ce qu'on voit, c'est que l'attente du thread promise, donc c'est-à-dire cette ligne-là, s'est exécutée avant que cette ligne-là de la fonction soit appelée. Bon, c'est pas très grave, je pense que ça peut dépendre du contexte. En principe, les lignes qui sont évidemment avant sont invoquées avant celles qui les succèdent. Mais ce n'est pas très grave, là le programme a décidé d'en faire ainsi. Il s'avère que ici, on voit que on a le thread principal, donc cette ligne-là, attente du thread promise, c'est bien évidemment la ligne 21. Ensuite, on a l'entrée dans la fonction, donc on a cette ligne-là, entrée dans la processValue. Et ensuite, on voit que on a la valeur 74 qui est affichée, donc on est bien de retour ici dans le main. Et là, en fait, on voit que on a cette ligne-là qui s'affiche. Tout simplement parce que ici, la valeur a été relâchée. C'est-à-dire que maintenant, l'objet promise, il est accessible. Le thread a été relâché. Donc, effectivement, il n'y a plus véritablement d'ordre à respecter dans le sens où le thread n'est plus verrouillé. Donc maintenant, on peut très bien, comme on l'a vu dans la vidéo sur le multithreading, il peut se passer des choses un petit peu différentes en fonction de la manière dont on lance le programme, de la manière dont on le structure, etc. Il se peut que, par exemple, on l'a vu, lorsqu'on incrémente une valeur dans plusieurs threads simultanément,
Parfois, on a la valeur qui s'incrémente 10, 20, 50 fois d'affilée dans le même thread. Ensuite, on a 3-4 fois dans le thread suivant et on revient au thread précédent. On a vu que c'était assez aléatoire et que c'était dépendant de l'optimisation du compilateur et du programme. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu et bien sûr, abonnez-vous. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Allez, ciao ciao.